Bienvenue à tous, voici l'épisode 12 de Coup critique. Tout ça pour mener vraiment au moment que, pour tous ceux qui étaient autour de la table, vont se rappeler assez longtemps, le méchant qu'on n'est pas censé attaquer, qu'on finit par attaquer parce qu'il est menaçant, ou la méchante, je devrais dire, et qui caste un sort de niveau 9 qu'on doit tous mourir jusqu'à temps que notre petit mage national, qui avait été tranquille mais efficace depuis le début, lance un jet de counterspell. Je sais pas c'est quoi en français, counterspell. Contre-sort. Je sais pas. Non, je sais pas. Mais j'avoue que ça va être un de mes moments de Donjons et Dragons que je vais me souvenir longtemps. My God! En gros, ceux qui n'ont pas joué de mage ou quoi que ce soit, ou qui n'ont jamais joué Counterspell, tous les sorts de niveau 3 et moins, ils sont absolument... ils s'annulent. Donc, ils empêchent l'autre caster de le faire, que ce soit le méchant qui empêche un joueur ou le joueur qui empêche le méchant. Mais quand c'est un sort de plus que niveau 3, donc il faut rouler un dé. Donc, c'est un jet d'intelligence, 10 plus avec le DC... de difficulté, dans le fond, 10 plus le niveau de sort. Bon, c'est sûr que je le savais là, que ça prenait 19 parce que c'est un sort de niveau 9, mais quand ton mage est un plus 4, ça prend quelque chose d'assez rocambolesque. Ça prend 15. Puis si je me trompe pas, je te laisse dire le punch. Qu'est-ce qui a roulé sur son dé, Francis? Un beau 15, hein? C'était ça où tous nos personnages mouraient. Donc, toute que l'aventure, juste pour ça, je pense que ça valait la peine de se déplacer. Oh mon Dieu! Ben, pour remettre les gens en contexte, j'ai lancé dans notre groupe à la triche où on joue en mode Adventures League. J'ai fait je m'ennuie de jouer. Là. Y a-tu quelqu'un qui veut rouler une partie? Puis il y a un de nos amis, Jean-François, qui a dit ben oui, moi je vais en rouler un tiers 2. OK, ben je vais dépoussiérer un vieux personnage qui était tiers 2. Puis là, tout le monde, OK, ben let's go. Puis là, vite, ça rend compte, on s'est retrouvés quasiment les originals de la gang de toi, Giovanni, moi, Eric qui est revenu jouer, Karine qui est là depuis le début, puis il y avait Jean-François aussi, il y avait mon Dieu, j'en oublie là, mais on était 7 autour de la table. Là. Puis on a eu du fun, là. C'était vraiment le fun. C'est la première fois que je jouais à une aventure où est-ce que c'est un gros méga combat. Je pense que c'est la fin d'une trilogie, si je ne me trompe pas, que j'avais pas joué les deux premières. Puis on était mis en contexte, ça a bien été. Vraiment, Jean-François a fait un excellent travail là, de relayer ça. Parce qu'un combat avec 7 joueurs, je pense que son DM screen était rempli de petits papiers d'initiative à un moment. Vraiment, ça a très bien été, c'était smooth. Puis c'est sûr que là, à Mané, j'étais comme, OK, le combat est long, tout ça. Puis là, il est arrivé comme ce personnage-là. Puis ça a vraiment changé la donne. Puis ça a été vraiment intéressant à partir de là. C'est sûr que quand tu réalises que c'est juste un combat, ben c'est comme moi, je suis habitué d'essayer de faire du jeu de rôle un peu, donc d'inclure ça là, dans la démarche. Donc, on a fait du roleplay à l'intérieur du combat plus. Ouais. Ça a été un gros combat de 4h30, là, pas loin de ça. Là. On a commencé à 6h30, puis on a fini ça, il était... 11h. Ouais, on a fermé la place, pas mal. C'était intense, mais mon Dieu, j'ai eu mon argent. Mon Dieu, ça valait la peine d'attendre. J'ai rejoué mon barde, mon premier personnage, dans le fond, Adventures League que j'avais. Puis je me suis amusé, là. Je me suis transformé en brontosaure. Puis là, ça, c'était épique. Mon Dieu, Karine, elle était un tyrannosaure en même temps. Disons que c'était Jurassic Park sur le terrain, c'était malade. Pour ceux qui ont vu les photos que tu as mis, là, d'ailleurs, un bon petit selfie de nous deux qui est super le fun. Que c'était le fun de voir qu'on avait l'air de bonne humeur, mais on était stressés un peu. Mais vraiment que tout le monde s'est crié pour un petit affaire de plastique qui roule puis qui tombe sur un chiffre puis tout le monde crie autour de la table. C'était un moment intéressant. Là, ça va dans les... certains roulements de dés que je me rappelle par cœur, puis qu'il y a certaines personnes à la table qui étaient, dont Eric là, se rappellerait de certains roulements qu'on a eus, que ça change toute la donne, puis tout ça, vraiment, là, quelque chose d'intéressant. Ouais. En tout cas, tout le monde, merci d'être là pour l'épisode 12 de Coup critique. Tu peux peut-être acquiescer à cette énonciation, Giovanni, là, mais
Moi, ça me fait du bien de te parler aujourd'hui, hein, avec les Ouais, temps présents. on est directement dans la crise coronavirus et puis on va espérer pouvoir amener un certain positivisme, entertainment, là, un certain, comment dire ça, divertissement à travers ça. Puis on est confiné à la maison, mais on est habitué de faire ça de la maison. Fait que pour le podcast, ça change pas grand-chose. On va essayer d'amener du contenu agréable et puis qui va permettre à tout le monde de peut-être se changer les idées, là. Ouais, puis, tu sais, coup critique, là, c'est un truc de passion. On sait que les gens qui écoutent notre podcast sont des gens passionnés aussi par les mêmes choses. Fait que c'est un moment pour parler du jeu de rôle, mais en même temps, la situation nous porte peut-être à un sujet intéressant. Qu'est-ce qu'on fait, dans le fond, quand, tu sais, ta passion, c'est surtout jouer en groupe à des jeux avec des êtres chers, des amis, des connaissances, dans des lieux publics. Qu'est-ce que tu fais quand il y a quelque chose comme ça qui arrive? On ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, mais on trouvait ça intéressant de peut-être discuter ensemble de choses qu'on peut faire pendant ça là pour vivre un peu notre passion quand tout d'un coup, on a l'impression que tout veut arrêter. Tu sais, tout veut se calmer. Ouais, ben c'est intéressant aussi de voir la communauté, que ce soit de la triche qu'on connaît bien, mais des différentes communautés. J'ai à peu près 10 pages Facebook sur lesquelles je suis de Donjons Dragons. Puis la plupart, ils essaient de trouver des solutions, ils essaient de continuer à jouer, ou sinon, ils essaient d'autres jeux, que ce soit des jeux de société, tout ça. C'est sûr que on s'entend que tout le monde reste en famille. C'est pas quelque chose qu'on essaye d'aller chez les autres. Il faut pas faire ça. Donc, même moi, là, ça m'a tout pris pour devoir annuler mes parties. Puis là, on est en train de trouver une façon de pouvoir jouer en ligne. Donc, le sujet de ta chronique, Francis. Ouais, dans le fond, j'aimerais ça vous parler un peu de manière que vous pouvez jouer en ligne, mais aussi faire autre chose qui pourrait peut-être intéressante pour vous. Peut-être que vous avez un peu plus de temps maintenant pour de temps libre, en fait, là, que vous n'êtes pas en train de travailler ou quoi que ce soit. La première chose, en fait, que je suggère, c'est de voir les plateformes qui vous permettent de jouer en ligne à Donjons Dragons, mais à plein d'autres jeux de rôle puis à plein d'autres jeux de société. Je pense notamment à des plateformes comme Roll20 ou Fantasy Grounds, qui sont les deux plus populaires en ce moment. Roll20, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs styles de jeux disponibles. Le système est construit pour que vous vouliez jouer à Donjons Dragons de n'importe quelle édition, à Vampire Masquerade ou un jeu de société où il y a vraiment plusieurs options disponibles que vous pouvez faire. Il y a peut-être un learning curve, un peu comme toutes ces plateformes-là. Il faut apprendre certaines mécaniques, en fait, de l'interface, là, puis de voir comment ça fonctionne. L'avantage de ça, par exemple, c'est que il y a tout le côté roulement de dés qui peut être fait virtuellement. Il y a des maps interactives. Il y a vous voyez vos personnages arriver. Il y a même des fonctions plus poussées qui vous permettent de mettre de l'éclairage qui s'adapte selon où les personnages avancent, par exemple, dans un donjon. C'est Fog of War, hein? Je pense que c'est ça que c'est. Oui, mais il y a le Fog of War qui est utilisé, mais il y a aussi le Dynamic Lightning, Lightning qui s'appelle. Puis ça fait que chacun des personnages que tu as peut, mettons, si un a Dark Vision, puis que l'autre a juste une vue normale. Mais celui qui a Dark Vision va voir dans le noir jusqu'à une telle distance, mais les autres qui l'ont pas, ben, ils vont avoir besoin, mettons, d'une flamme ou de quelque chose pour s'éclairer. Fait que ça rend le tout encore plus immersif. Fait que toi, comme joueur, si t'es un tiefling puis que tu vois super loin, t'es pas obligé de le dire à tout le monde, tu sais. Mais il y a une manière de faire du roleplay aussi, ça être face à face, mais par la voix ou même avec une webcam. Ouais, c'est sûr que la technologie est beaucoup plus accessible maintenant, tu sais, pour faire ça. Absolument. Ouais. Est-ce que c'est payant à la base, ça, ou c'est gratuit, à moins que tu achètes du contenu? Ou... Ben, il y a plusieurs modes, en fait, de jeu avec ces plateformes-là. Roll20, par exemple, tu peux jouer gratuitement sur Roll20. La seule affaire qu'il y a, c'est qu'il y a des fonctions comme le Fog of War ou le Dynamic Lightning qui ne sont pas accessibles tant que tu ne payes pas un abonnement. T'sais. Mais par contre, la plateforme est accessible et tu peux jouer facilement. Il y a, par contre, il y a des choses super intéressantes. C'est que si, par exemple, tu décides d'acheter un module, comme par exemple, moi, j'avais acheté Lost Mine of Endeavor, ben, tu as toutes les maps déjà setées avec tous les monstres. Tu as
tu as le cahier avec toute l'histoire qui est déjà rédigée. Tout est bien lié, mettons, par point pour avoir accès, mettons, à un DM à de l'information rapidement. Il y a des fonctions aussi, des macros qu'on appelle, là, des espèces d'enchaînement d'actions qui sont déjà programmées dedans, qui te permettent de faire, par exemple, des ennemis qui rôdent un peu autour. Ben, tu cliques sur un bouton, puis ça te dit quel ennemi arrive, par exemple. Il y a vraiment plein de fonctions comme ça, puis il y a plusieurs modules, que ce soit pour Donjon Dragon ou n'importe quel autre système de jeu. Fait que ça, c'est intéressant. Fantasy Grounds, de ce que j'ai compris, c'est que c'est pour vraiment en bénéficier un peu plus, il faut que ça soit payant. Il faut investir un petit peu d'argent là-dedans. T'sais. OK. À la base, là, tu parlais être un petit peu plus payant de base. Oui. Okay. Sinon, si, mettons, on ne veut pas jouer tant que ça, on ne veut pas vraiment répliquer le style d'un jeu de table, il y a plein d'autres manières de jouer à des jeux de rôle, comme le play by post qu'on appelle. En français, ça serait le jouer par publication, si on veut. C'est un système de jeu où les gens vont jouer, par exemple, en publiant, par écrit, dans des interfaces qui permettent de rouler des dés, comme par exemple Rollgate, qu'on va entendre un peu plus tard, une chronique de notre ami Abby sur le système de jeu, mais aussi sur Discord. Il y a un truc qui est vraiment beaucoup utilisé par les gamers. Il est possible de faire des parties simplement par écrit ou même utiliser, par exemple, les fonctions vocales d'un système comme Discord, mais utiliser des robots qui s'installent dans ces plateformes-là, qui permettent, par exemple, d'avoir accès à de l'information sur des sorts ou avoir lié sa fiche de personnage D&D Beyond à une conversation Discord où les gens joueraient le jeu de rôle. Puis ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de jouer longtemps, sur le long terme, sans que ça soit tout le temps instantané. Mais il y a plein vraiment d'options dans ce style-là aussi qui existent. Dirais-tu que c'est une possibilité aussi de jouer soit par FaceTime Messenger ou FaceTime iPhone, peu importe, que selon les besoins du DM ou de la partie ou des joueurs, que si on s'entend, même si on se voit, tant mieux, on voit les réactions, que ça peut être jouable et viable quand même pour quelqu'un qui est, qui n'a pas les moyens ou que, peu importe la situation, dirais-tu que c'est viable comme ça aussi? Oui, puis il y a plein de systèmes comme Zoom, Skype, Google Hangouts. Il y a plein de choses comme ça qui permettent de voir les gens puis de pouvoir interagir avec eux. Fait que pourquoi pas utiliser ces plateformes-là aussi gratuitement pour faire des parties. Il n'y a rien qui vous empêche aussi de rouler vos propres dés, vos vrais dés, puis de jouer sur un système d'honneur. Non, non, c'est mon vrai résultat. T'sais. Puis de juste jouer par webcam, puis d'avoir du plaisir comme ça. Utiliser ce qu'on appelle le théâtre de l'esprit, le theater of the mind, là, pour animer vos combats plus facilement, créer des belles aventures sans toutefois reposer sur des paiements et des plateformes qui sont payantes, en fait. Là. Ça peut être totalement viable. Puis justement, ça muscle le cerveau, la partie de l'imagination dans votre cerveau. Puis ça vous permet justement de ne pas vous baser, par exemple, sur des maquettes ou sur d'autres miniatures pour appuyer vos aventures si c'est quelque chose qui vous intéresse. Cette situation-là va peut-être permettre de découvrir ces différents sites ou outils-là pour les prochaines semaines, là, selon si on est confiné longtemps ou non. Ouais. Mais moi, par exemple, c'est sûr que dans ma partie Homebrew que j'étais censé jouer ce soir, que cancellé, donc on est en mesure d'enregistrer le podcast. C'est sûr qu'il y a trois sessions sur 4 environ vont être beaucoup plus roleplay et discussion et recherche, etc. Donc, c'est beaucoup plus viable. C'est sûr que peut-être que pour un gros combat avec les maps en 3D que j'utilise des fois, tout ça, bon, peut-être que là, on verra si on se rend là. Mais je considère que, pour vrai, j'ai pas envie d'arrêter pendant 2 mois ou 1 mois ou peu importe le temps que ça prend. Donc, c'est clair que je vais regarder vers ces options-là. Ça permet peut-être juste de garder le fil de votre histoire, de votre campagne actuelle, puis de juste pas lâcher le fil si vous êtes vraiment en plein milieu d'une belle aventure puis que vous voulez continuer. Ça peut juste être des outils qui peuvent utiliser le temps que ça passe, dans le fond. Puis, exact. Faut pas se dire que ah mon Dieu, on switch tout puis ça va être ça. Là, ça vous permet peut-être juste d'essayer une nouvelle plateforme, de façon de jouer, que ce soit de n'importe quelle manière. Sinon, la pause, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler, par exemple, sur des choses qui vont vous permettre qu'au moment où ça va être plus
plus accessible de rejouer ensemble en groupe, ben, que vous allez être prête, puis vous allez arriver, hey, moi, j'ai utilisé mon temps on the side pour faire telle chose. Ben, là-dedans, il y a prenez le temps d'écrire des nouvelles aventures, créer des monstres ou des ennemis, des BBEG, là, des Big Bad Evil Guy, là, vraiment plus complet, ou peigner, commencer par exemple, essayer de commencer à peindre les miniatures que vous avez achetées et que vous n'avez pas commencé à peindre. Avec un full de produits de la maison, on peut faire des terrains 3D facilement. Il y a plein de vidéos aussi sur YouTube qui vous permettent d'en apprendre plus sur l'histoire de Faerûn ou l'histoire d'un monde, de justement d'avoir des ateliers de crafting autour du jeu de rôle. Il y a moyen d'alimenter votre passion. C'est ça que je veux dire. Il y a moyen d'alimenter votre passion, pas juste en jouant, mais en explorant peut-être d'autres facettes de cet univers-là, de cette passion-là, dans le fond, qui nous unit. Puis de voir si vous n'aimez pas faire telle ou telle chose. Qui va juste augmenter l'expérience par la suite quand tout va redevenir à la normale. Dans le fond, tu sais, comme tu dis, des minis qui sont peinturés, ou je pourrais nommer pas mal de noms de gens que je connais qui ont beaucoup de minis à peinturer. Fait que peut-être qu'ils vont profiter s'ils ont le temps puis ils travaillent pas, puis tout ça, bien sûr, de faire ça. Ou encore, comme tu dis, d'écrire des histoires, créer des monstres, créer des systèmes, brainstormer sur différentes choses. Écoute, pour connaître un peu l'être humain, quand il a du temps devant lui, ben, il réfléchit, puis il y a ce temps-là. Mais c'est sûr que dans la vie quotidienne de tous les jours, avec le travail, les enfants et tout, c'est pas tout le temps possible, mais là, peut-être que ça va l'être pour plusieurs personnes. Moi, ce que je vous propose aussi, j'ai une idée comme ça l'autre jour. Si vous avez, mettons, un groupe de 5 personnes, il n'y a rien qui vous empêche de peut-être, pour le prochain niveau qu'ils vont aller chercher dans votre partie, dans votre système de jeu, faites une aventure individuelle. Essayez le one-on-one. DM joueur, puis amenez-le à travers peut-être une aventure un peu plus personnalisée à son personnage qui va lui permettre d'accéder, mettons, au prochain niveau au moment où vous allez pouvoir vous revoir. Mais tout le monde va avoir une espèce de bagage différent. Amenez-les dans une autre dimension pour une aventure ou deux, là, puis faites-les découvrir leurs propres univers à eux, leur backstory. Amenez-les sur des pistes que vous n'avez pas penser autrement, mais utiliser, par exemple, les services du web ou des télécommunications comme on les a maintenant pour justement avoir des moments intimes que vous n'auriez pas eu avec vos joueurs normalement, alors que vous vous réunissez tout le temps, tout le monde ensemble, puis de prendre le temps pour chaque personne de leur construire quelque chose d'intéressant. Moi, je joue avec des joueurs qui aiment ça s'investir dans leur personnage, écrire des backstories, des trucs. Puis j'étais, ouais, mais comment je fais pour comme répondre à tout le monde en même temps, tu sais? Mais ça peut être une piste intéressante à développer, selon moi. Absolument, tu as raison. Puis, spoiler alert, si mes joueurs écoutent le podcast, ben, j'ai l'intention de te permettre de jouer un caméo dans ma partie. Et puis, ça sera justement l'occasion pour nous deux de peut-être travailler ça, là, au lieu d'être sur le fly avec des textos, ben, de prendre une demi-heure, 35-40 minutes, puis regarder ensemble là, les différentes avenues de ton personnage. Fait que on va avoir ce temps-là, puis ça va juste être plus complet, plus immersif après aussi. Oui, vraiment. Là-dessus, on parlait de Rollgate. Je pense qu'on pourrait enchaîner avec notre amie Abby qu'on avait rencontrée il y a quelques semaines. En fait, elle a pris le temps de parler avec moi du système Rollgate qui pourrait vous intéresser en ce moment. Un système de jeu qui vous permet de jouer en play-by-post. Puis elle s'est entretenue même avec le développeur. Donc, super intéressant. On va écouter ça maintenant. Cette semaine, on est vraiment content de vous présenter une entrevue avec une auditrice de Coup Critique. Abby, salut! Allô? J'espère que tu vas bien. Oui, oui. Oui? Là, pour mettre les gens en contexte, ça fait peut-être 1 heure là, qu'on gosse pour essayer de se connecter avec Giovanni. On enregistre cette entrevue-là à part parce qu'on voulait vraiment que tu nous parles de ton sujet. Tu viens de faire une petite chronique sur quelque chose qui prend de l'ampleur, une espèce de service, plateforme de jeu. Je te laisse la parole. Parle-moi de c'est quoi? Oui, en fait, moi, je viens vous parler de Rollgate, qui est une plateforme de play-by-chat ou play-by-post. Puis, dans le fond, ça permet de jouer à des jeux de rôle, mais en différé, puis d'y aller à son rythme, selon ses dispos, sans nécessairement là, avoir une session préétablie. OK, mais à telle heure, tout le monde se rencontre, puis on joue. Je peux étaler ça OK. quand je veux, où je veux, n'importe quand. OK. Ça ressemble-tu à Roll20? C'est-tu... ou à Ben, Fantasy oui, non, Grounds? Ou...
Fantasy Grounds puis Roll20, ça ressemble quand même pas mal. Moi, du moins à ce que j'ai compris, parce que j'ai jamais utilisé Fantasy Grounds, mais c'est-à-dire que je pourrais faire la même chose probablement sur Roll20, c'est juste que la plateforme n'est pas adaptée de la même façon, mettons. OK. Puis, ouais, c'est ça, je me suis déjà posé la question, je pourrais-tu juste prendre Roll20 puis utiliser ça comme ça, mais en même temps, c'est peut-être plus convivial Rollgate pour ce que ça fait concrètement, mais je suppose qu'il y a sûrement des gens sur Roll20 qui font ça comme ça aussi, c'est bien correct, là. Mais c'est ça. Dans le fond, ce service-là, cette plateforme-là, en fait, elle existe depuis le 14 avril 2018. Puis c'est un seul gars qui a parti ça. C'est un Français qui s'appelle Ryan Perjean. Puis il a développé ça là, de même par lui-même. Au départ, c'est parce qu'il voulait jouer avec des amis du Canada et de la France. Mais évidemment, ben, c'était impossible là, de gérer leurs horaires ensemble puis de se synchroniser. Fait que là, il s'est dit, ah, je vais regarder qu'est-ce qui se fait au niveau du play-by-post, play-by-chat puis tout ça. Fait que là, il a fait ses recherches un peu, puis les options qu'il a trouvées étaient comme, les interfaces n'étaient pas conviviales ou alors c'était bizarre, là. Il y avait comme des critères très stricts juste pour se joindre à une communauté, encore pire pour se joindre à une game, là. Dans le fond, il fallait comme passer une entrevue, envoyer le concept du personnage à l'avance, puis tu sais, il était comme ouf, ça m'intéresse très moyennement comme façon de faire. Fait que c'est ça. Lui, Beaucoup d'obstacles, dans le fond, avant que quelqu'un puisse commencer à ouais, jouer. c'est ça. En tout cas, tu sais, c'est déjà que on le sait, là, à l'âge qu'on a, j'ai de l'air de. En tout cas, mais à l'âge qu'on a, c'est ça. C'est ça. C'est pas nécessairement tout le temps évident de commencer puis à s'investir à 100% quand tu sais qu'il y a plein de games que finalement, ben, ça aboutit pas. Tu sais, ça finit. Même les games in real life ou en ligne, il y en a plein qui tombent à l'eau, là. Tu sais, on le sait. Fait que bref. Mais c'est ça. Fait que là, lui, il s'est dit, OK, ben, je vais construire quelque chose, une plateforme de chat pour moi puis mes amis, puis je vais passer peut-être une fin de semaine là-dessus, puis on verra. Tu sais. Fait que là, il travaille là-dessus, puis il décide de faire un prototype. Il le montre à ses amis sont super emballés, fait qu'il se dit, ah, ben, je vais mettre ça sur Imgur, puis on verra. Ça a été viral d'une shot, fait que là, il s'est dit, OK, ben je vais ouvrir ça à tout le monde. Il a parti son site, ça a gagné de la popularité un petit peu. Après 3 mois, il y a un designer de De UX, ouais, UX, je sais pas trop d'interface, là, en c'est fait, quoi là, ouais. les bons termes, là. Mais ouais, c'est un designer d'interface qui est venu se joindre, qui s'appelle Dan Voanescu. Puis, dans le fond, ils ont travaillé ensemble pendant peut-être un peu plus d'1 an. Puis là, ça fait quelques mois que lui est parti, fait qu'il reste juste Ryan qui travaille là-dessus à temps plein. Puis ce qui est le fun avec cette plateforme-là, en fait, c'est pas juste le fait que c'est super le fun de jouer dessus, mais c'est tout le temps en constante amélioration. Fait qu'il est tout le temps en train d'updater, OK. l'améliorer. Puis c'est pas juste des améliorations qui partent de sa tête. Il y a un concept de vote des utilisateurs, dans le fond, qui vont dire « Ah, ben telle option, ça m'intéresserait. » Puis, tu sais, tu peux choisir ce qui t'intéresse ou suggérer des nouvelles choses. OK. Fait que la communauté a un mot à dire aussi, puis Oui, c'est un puis la truc communauté... collaboratif, là, ouais. Oui, puis la communauté est quand même... je te dirais que c'est particulier un peu parce que juste sur le site, des fois, c'est dur à dire, ah, la communauté est là, puis elle est vivante, puis tout ça, mais il y a un Discord channel en même temps, puis les gens là-dessus sont vraiment actifs, puis tu trouves une game facilement. C'est juste que, c'est ça, tu sais, moi, quand j'ai commencé à jouer là-dessus, c'était genre en août 2018, ça commençait, puis c'était facile de quand même se trouver quelque chose juste en browsant sur le site, mais là, ça se passe vraiment plus, je dirais par Discord, ça va mieux pour se trouver un groupe, se trouver une game comme ça, que de le faire là, juste en browsant parce que tu peux tomber sur... moins maintenant parce qu'il y a une nouvelle option d'archivage qui permet justement que toutes les games qui sont mortes sont plus nécessairement accessibles pour te joindre, puis là, tu te rends compte que finalement, ben ça fait... c'est ça, tu Il y a sais. personne qui joue, puis Mais
Mais c'est OK. ça. Fait que. Mais ça va vraiment quand même assez facilement. Moi, je DM là-dessus depuis que j'ai commencé à jouer. J'ai été joueuse aussi un tout petit peu, là. Puis c'est tout le temps super rapide de me trouver des joueurs. J'envoie juste une description un peu. Ben, je cherche des joueurs pour tel type de pace, D&D 5e, tel genre de setting. OK, On fait que a, c'est pas mettons. juste pour Donjons Dragons. Dans le fond, tu peux jouer n'importe Non, quel non, système il y a là-dessus, là. vraiment, il y a du monde aussi qui joue à toutes sortes de jeux de rôle, là. J'en ai vu des trucs de différents systèmes, là. Mais OK. c'est sûr que peut-être. Non, c'est pas vrai, dans le fond, parce que oui, c'est ça, c'est différents systèmes, puis même parce que tu as ta page de perso, dans le fond, qui est intégrée dans l'interface, mais OK. il y a plusieurs templates, fait que tu peux juste aller les chercher, fait que t'es pas obligé d'utiliser la page de perso de D&D, t'en as plein, puis la communauté les OK, fait que alimente. je suppose dans le fond que tous les systèmes les plus populaires comme Pathfinder, Oui, oui, Vampire, tout est là. tout ça, ça doit être tout disponible. Oui. Ah, c'est le fun. Puis là, je suis sur le site, puis dans le fond, une partie comme joueur de ce que je vois, c'est t'écris. Dans le Ouais. fond, t'écris quelque chose, mais il y a comme tout un système de dés. Dans le fond, tu roules tes Oui, dés, puis c'est vraiment comme du jeu de oui, rôle exactement. Tu sur peux table. rouler tes Ouais. dés sur la plateforme directement. Il y a plein de choses que tu peux faire directement sur la plateforme, ce qui est fantastique. Puis même, tu sais, si tu as tout rentré ta feuille de perso, quand tu roules tes dés, tu as des macros que tu peux faire. Fait que au lieu de, mettons, écrire tout le temps, là, tu vas voir sur ta feuille, j'ai dans tel stats, puis là, ben, tu roules ton D10, puis tu ajoutes un +2. Mais tu peux déjà le faire juste comme manuellement sur le roulage de dés. Il y a une option pour ajouter +2, +1 ou -1, -2, peu importe. Sauf que tu peux aussi juste rentrer, mettons, la commande, OK. bon, ben, 1 des 20 plus, mettons, je sais pas moi, perception, ça va te sortir directement de Ah, ton mon Dieu, OK, modifier. tout est automatique. Un peu comme tu disais, un peu comme tu disais, les autres plateformes Roll20, c'est juste que tout est en texte, là. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de. C'est vraiment tout juste du texte. C'est ça. Puis c'est ça l'affaire. En fait, c'est ça, moi je joue dessus depuis quand même un bout de temps. Puis je te dirais, les côtés négatifs, c'est plus ça. Tu sais, c'est l'aspect visuel. Tu t'en sors pas, il faut que tu OK. utilises autre chose. Fait que soit tu vas te faire une channel Discord pour ta game, ou tu utilises Imgur, ou tu utilises whatever, un hébergeur d'images, ou je sais pas, une affaire pour faire des maps, ou OK. whatever. Puis l'autre aspect négatif, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ghosting, que ce soit de DM ou de joueurs, parce que l'aspect casual de la plateforme fait que les gens sont peut-être plus portés à faire oh, fuck off, tu sais, je m'en vais puis je le dis à personne. OK. Puis il y a aussi des situations de gens qui s'en vont puis qui le disent, qui est très, tu sais, je veux dire, ça arrive, puis on deal avec. Mais il y a quand même, c'est ça, beaucoup de ghosting. Avant, un des problèmes qu'il y avait qui était important, c'est qu'il y avait beaucoup de parties mortes, mais là, ça s'est réglé un peu. Mais on finit par trouver quand même des groupes qui sont super motivés, engagés, qui restent, puis tout ça. Moi, j'ai une partie, là, justement, qui roule depuis mars 2019, puis tous mes Oh, joueurs OK. sont motivés. Par Fait curiosité, ils sont que, rendus niveau quoi? sont pas rendus. Mais en fait, c'est parce que c'est une longue histoire, hein, mais cette partie-là, je l'avais commencée, elle est semi-morte, puis je l'avais laissée ouverte en me disant peut-être qu'il y a des gens à un moment donné qui vont dire ah, on veut la repartir ou on veut se réintégrer ou ce que tu étais rendu, puis c'est ça qui est arrivé. Puis, ce faisant, tous les gens qui se sont joints, ils étaient vraiment, vraiment motivés. Fait que là, en ce moment, ils sont niveau 3, puis je roule Horde of the Dragon Queen, puis Ah, OK. ils s'en vont, Je suis là-dedans aussi. là, dans le hatchery du camp du culte, Mhm, mhm. mais je suis en train de leur faire une espèce de side quest où genre, ils se battent contre des Awaken Shrubs dans une ferme, là, en tout cas. OK. Mais, fait que c'est ça, là, ils sont juste niveau 3. Puis l'autre partie que j'ai, que j'ai commencé en septembre 2019, c'est Curse of Strahd, puis ils sont juste niveau 1, ils sont genre dans le Dead House, ils sont en train de finir le 2e étage. Fait que c'est lent, mais c'est moi OK. qui a dit, OK, ben mon pace que je veux, c'est, mettons, on participe 1, 2, 3 fois par jour max. Fait que moi, mettons, je joue 5 minutes à 15 minutes par jour, pas plus.
Puis la fin de semaine, des fois, je joue pas pantoute. Ah! Mais Parce que je trouve intéressant de la plateforme, tu sais, comment tu l'expliques, c'est que ouais, de un, l'horaire, tu sais, on s'en fout un peu, à moins que, tu sais, il y ait une rigueur qui est demandée. Puis de deux, ça a l'air d'être un méchant bon exercice pour juste comme exactement. s'habituer tranquillement à Exactement. des règles, mais aussi à décrire ou à jouer le jeu de rôle d'une autre manière, là. Vu que tout est écrit, il n'y a pas d'audio, il n'y a pas d'image, ça laisse beaucoup de place à la création, tu sais, puis à l'imagination, là, tu sais, vraiment pur et dur, là. Ouais. Puis, tu sais, tu vois, moi, j'avais jamais été DM avant d'utiliser ça. Puis, je me serais pas sentie prête au moment où j'ai commencé à utiliser ça pour être DM. Mais comme Mhm. la plateforme fait que j'ai du temps pour réfléchir, je peux checker les règles on the side. Il n'y a pas personne qui voit, tu sais, qu'est-ce que je fais derrière mon écran. Ben Puis, ouais. tu sais, j'ai accès à tout, là. Sauf que je peux prendre mon temps, je peux penser à comme oh fuck, quel col il m'a comme envoyé, comment je vais dénouer la situation, qu'est-ce que je vais improviser, puis tout ça, j'ai le temps d'y penser, puis de le mûrir, puis de me dire ah ouais, je vais faire ça comme ça, puis tout ça. Fait que pour un nouveau DM, c'est vraiment, vraiment intéressant comme plateforme pour apprendre, puis comme se Ouais. Y a-tu placer. beaucoup de parties en français? Il y en a un peu. Moi, j'en ai fait une game en français parce que ma première game, il y avait un des joueurs qui était de France. Puis on a fini par le savoir par hasard que les deux, on était francophones. Puis là, il a dit ah, ça serait le fun de faire la game en français. J'ai des amis qui veulent se joindre. Fait qu'on a fait une game en français. Puis la seule affaire, c'est qu'elle est morte parce que il y a comme une couple de personnes il y en a un qui est parti, il avait trop d'école, puis l'autre qui s'est fait une blonde. Fait que, en tout cas. Mais ça existe. Il y a du monde qui joue en allemand. Il y a toutes sortes d'affaires. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Puis, ouais, c'est cool. Ben écoute, merci Evie pour nous avoir parlé de ça. Donc, si les personnes veulent essayer ça, comment on fait? Ben dans le fond, il faut aller sur le site internet qui est rollgate.com. C'est ROLEGATE.com. Ou alors, il y OK. a une web app qui est en train d'être revampée, selon ce que le développeur me disait. Pour être plus convivial, mais moi, je la trouve déjà très correcte. Là. Dans le fond, ça te permet de recevoir des notifications sur ton téléphone quand il y a des updates dans ta game ou si quelqu'un te tag dans la game pour te dire, hey, par exemple, c'est ton tour à jouer. T'sais. Fait que, ouais, Ah, c'est cool. Fait que ouais. t'es sûr de rien manquer. Ouais. OK, cool. Ben écoute, merci beaucoup, Evie. Puis tu reviendras faire un tour à Coup Critique n'importe quand. Ça Oui, a été super certainement. le fun de jaser avec toi. Bye. Donc, merci à Abby qui est venue nous parler de Rollgate. C'était super intéressant. Super fine, On cette fille-là. enregistre. Ah, vraiment. Une perle. On dit ça, une perle. On est le 18 mars en ce moment, au moment où on enregistre. Et hier, il y avait la grande sortie du dernier livre de Dungeons and Dragons 5e édition, The Explorer's Guide to Wildemount. Donc, on en a parlé dans un épisode précédent du podcast. Dans le fond, ce que c'est un camping setting, Un monde dans oh, lequel on peut jouer, dans le fond. ouais, dans le fond, un livre explicatif, si on veut, d'un monde inspiré de l'univers de Critical Role, la série de live stream, de jeux en ligne faite par des acteurs, dans le fond, qui en le fond, j'ai probablement pas besoin de vous expliquer c'est quoi Critical Role, on en a parlé souvent. mais, mais bref, le livre est sorti hier. Les premières critiques, les premiers échos sont super positifs autour du livre. C'est intéressant parce qu'il y avait beaucoup de réticence au début quand l'annonce a été faite. Les gens voulaient des choses un peu plus ancrées dans l'univers connu de Dungeons and Dragons. Puis là, un livre qui amène un autre univers après Eberron. Les gens n'étaient pas sûrs. Finalement, le livre apporte vraiment des choses super intéressantes pour tous les DM, que ce que vous jouiez dans une campagne qui se passe dans Faerûn ou ailleurs, il y aura des belles choses là-dedans, pour vrai. Comme quoi, mon Francis? Ben, comme quoi. En fait, le livre est vraiment... il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à un livre de la 3e édition de Dungeons and Dragons. Dans le sens, c'est un livre très complet avec beaucoup d'informations, autant sur le monde, c'est sûr,
mais aussi avec les NPC, si on veut, les plus intéressants dans l'univers dans ce monde-là. Chose que des fois, il manque dans les livres de Dungeons and Dragons, ça fait 5e édition. Des NPC qu'un DM voudrait bien rendre puis amener et faire justice, dans le fond, à ce que les gens peuvent s'attendre. Bien là, il y a beaucoup d'informations qui permettent au DM de s'en inspirer puis de vraiment faire des beaux personnages bien détaillés, dans le fond. On reconnaît bien Matt Mercer là, derrière ce que tu dis au niveau des NPC, des non-playing characters, les joueurs. Ouais. C'est quoi en français NPC? Des joueurs personnages non-joueurs. Personnage non joueur, excuse-moi. Je suis pas habitué, moi je joue pas mal en anglais. Donc c'est ça, on reconnaît bien Matt Mercer qui est capable de mettre beaucoup de profondeur dans ces personnages qui éventuellement tu découvres de plus en plus ceux qui sont récurrents. Oui. Dans le fond, la première partie parle un peu de, bon, c'est quoi le livre, c'est quoi le monde au point de vue géographique, là, tu sais, plus les régions de Exandria, dans le fond, qui est comme le monde au complet. Wildemount, c'est un continent, dans le fond, dans ce monde-là. Puis ça parle un peu de juste le day-to-day, si tu veux, là, de Wildemount. Ensuite, il y a toute l'histoire. Donc, on parle de la politique, mais aussi beaucoup des dieux, d'espèces de mythologie de la création du monde, tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis, on apprend beaucoup de choses sur les dieux qui sont utilisés dans l'univers de Critical Role depuis même la première saison. Parce qu'en fond, ces dieux-là sont raccords, en fait, avec ce qui se passe dans Wildemount. On parle, mettons, de Raven Queen, puis de Sarenrae, puis de dieux qu'on a entendu beaucoup parler dans les campagnes de Critical Role. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais ils sont divisés en plusieurs sections, si on veut, par différents niveaux. Donc, tu as les Prime Deities, puis tu as le Panthéon d'Exandria, comme vraiment les dieux. Okay. Il y a les Betrayer Gods, qui sont les dieux qui se sont rebellés contre les dieux en pouvoir. Donc, c'est des dieux plus chaotiques, evil, qui ont des objectifs plus mesquins. Puis, il y a les Lesser Idols, ce qui est intéressant. C'est des espèces d'idoles ou de créatures qui sont très, très puissantes, puis qui peuvent avoir un effet quasiment divin, dans le fond, si on veut, sur l'univers de Wildemount. Mais qui n'ont pas le titre de Dieu, si on veut. Ça. Non, c'est ça. Il reste la marche. Là. Ouais. Ensuite, il y a tout un chapitre sur les factions, les sociétés. Donc, on parle beaucoup des villes, on parle beaucoup des congrégations. Les gens qui connaissent quelque chose. Donc, il y a un chapitre sur le Cobalt Soul, qui est comme une espèce de regroupement de moines dédiés à, si vous voulez, la police neutre de toute Exandria, qui se retrouve partout. On parle beaucoup de... si on s'attarde plus, mettons, à la saison 2 de Critical Role, on parle du Crime Dynasty, qui est une espèce de civilisation d'elfes noirs, de Drow, qui ne sont pas nécessairement evil, comme on a pu connaître dans Faerun, mais c'est plus une civilisation qui est comme sortie puis qui a vraiment un empire complet. Et ce qu'on remarque aussi à travers toutes les factions puis les sociétés qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment la nuance générale, c'est le gris. Dans le sens qu'il n'y a jamais vraiment une société qui est plus noire ou plus blanche ou ou je devrais dire plus bonne ou plus mauvaise qu'une autre. Il n'y a pas de bon puis de méchant. C'est ni qu'ils sont neutres, mais chacun a leur raison de penser qu'ils sont les bons. C'est ce que j'en retire, en tout cas, de l'histoire. Là. C'est ce qui rend aussi l'univers pas mal attrayant comparé à d'autres camps où c'est très high fantasy, il y a les méchants puis il y a les bons. Là, puis, ensuite, il y a une section un peu plus détaillée sur chacune des régions de Wildemount parce qu'elle est divisée en différentes provinces, si on veut, à travers. Il y a la Menagerie Coast, il y a Blightshore, il y a plein de régions qui existent dans Wildemount, puis qui ont chacun leur propre climat, leur propre, par exemple, monstre qui pourrait être là, leurs propres attraits touristiques, si on veut. Donc, il y a tout ce volet-là aussi. Ensuite, ce qui est très intéressant, je trouve, ça parle, on a
il y a un chapitre sur les options de personnages qui est très, très, très détaillé avec beaucoup de stock. Et ça commence avec les races. Et c'est les races qu'on connaît, aussi les races qui sont de différents, mettons, volumes qu'on aurait pu voir dans D&D 5e édition, mais comment ils sont, eux autres, dans ce monde-là de Wildmount. Donc, il y a vraiment une description de les nains. C'est quoi un nain, mettons, dans l'univers de Wildmount? Un elfe, un halfling, les tieflings, comment ils sont vus, comment ils sont, d'où ils viennent, leur région, mettons, dans le monde. Ce qui est très intéressant, si on veut camper une campagne là-dedans, on peut se dire, ben, si je suis un tiefling, j'ai peut-être plus de chances de venir de telle région dans Wildmount, puis de camper mon personnage dans cette région-là, par exemple. Pour l'entrevue que j'ai vue avec Matt Mercer, je pense que justement, quand tu crées ton personnage, c'est vraiment nouveau. Là. C'est James Heck que tu avais interviewé là, qui parlait que ce système-là permettait de donner une profondeur de base. En plus, OK, ton personnage, tu as des questions à répondre, si on veut, d'une certaine façon, que tu discutes avec le DM, puis qui va t'amener à te poser, toi, oui, des questions, mais à situer ton personnage dans l'histoire, dans le monde en tant que tel, dans la région. Qu'est-ce que tu connais de cette région-là, mais qu'est-ce que tu connais pas des autres ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment original parce que présentement, ton personnage, dans une partie normale, peu importe le setting ce que tu utilises, tu peux bien tout inventer ou non, mais là, tu te fais poser des questions à savoir qui va faire que tu connais certaines choses, puis que c'est ton profondeur incroyable que tu développes après ça. Oui, puis il y a tout un chapitre là-dessus là, qui s'en vient dans les options de personnages. Il y a même une nouvelle, c'est pas tant une race, mais c'est en fait une nouvelle variante, si on veut, qui peut s'appliquer pas mal à toutes les races, qui s'appelle Hollow Ones. Donc, hollow dans le sens de vide, là, les êtres vides, si on veut, là, les Hollow Ones. C'est que t'es comme une espèce de... T'es pas un zombie, mais t'es une espèce d'être qui est entre la mort et la vie un peu. Puis ça affecte beaucoup, mettons, ça te donne certains aspects un peu comme une race aurait, tu sais, une espèce de... Tu peux utiliser une espèce de pouvoir qui permet d'avoir une présence très épeurante autour de toi. Tu peux te servir de ça, tu sais. Mais je veux pas trop vous spoiler, là, vous irez lire un peu le Hollow One, mais ça peut être intéressant. Ça donne un côté dark un peu à peut-être un personnage que vous voulez développer, là. Ensuite, il y a les fameuses sous-classes qu'on attendait beaucoup. Donc, c'est quoi? Est-ce que ce livre-là apportait des classes? Non. Des sous-classes? Oui. Donc, il y en a une pour le fighter, puis il y en a deux pour les wizards. Le fighter, il y a le Echo Knight. Puis le Echo Knight, en fait, c'est que dès le niveau 3, vous êtes un guerrier qui a utilisé un peu de magie d'unomancy qu'on appelle. Puis ça vous permet de créer une espèce de shadow clone, si vous voulez, une espèce de clone de vous à distance. Puis cette personne-là, ce clone-là a 1 point de vie, mais il a 16 d'armure. Puis il peut, en tout cas au niveau 3, puis vous pouvez vous échanger de position avec ce clone-là, peu importe où ils sont dans le terrain. Ce clone-là a même des attaques, a même des pouvoirs. C'est vraiment fou. Là. Ça a l'air vraiment cool. C'est vraiment l'espèce de fighter qui va pouvoir contrôler le terrain encore plus parce qu'il est encore plus là sur le terrain. Tu sais. Puis il y a plein de choses qui peuvent donner avantages, désavantages du fait que plus personne ne sait vraiment c'est quoi la vraie cible à aller chercher quand il essaie de vous viser vous. Là. Il y a quelque chose de vraiment cool là-dedans. Sinon, il y a le Wizard Chronergy Magic. Dans le fond, ça tourne autour de sorts et d'habilités à propos du temps et des probabilités, si on veut. Ensuite, il y a le Graviturgy Magic qui tourne sur des spells, puis des sorts, puis des habilités qui tournent autour de la gravité beaucoup. Donc, comme exemple, il citait des sorts qui te peuvent donner des avantages ou de la chance par rapport à certaines actions que tu ferais. Puis en graviturgie, tu aurais des sorts qui peuvent faire, par exemple, un mini trou noir au milieu du terrain qui aspire tout vers ce trou noir-là. Fait que ça permet de contrôler beaucoup de terrain de combat. C'est quand même intéressant parce que c'est vraiment du nouveau contenu que je dirais, oui, il y a eu des nouvelles sous-classes, tout ça, dans Xanator, tout ça, mais vraiment, là, c'est quelque chose, des sorts de nouveau, une nouvelle
c'est pas vraiment une école de magie, mais comme tu dis, des nouveaux sorts, c'est vraiment intéressant d'avoir ça qui amène une autre perspective, puis qui peut, ceux qui ont, comme moi, des dizaines de personnages, parce qu'on en avait créé, que ce soit pour Adventures League, des différentes campagnes, tout ça, ben là, on peut aller ailleurs. Tu sais, mettons que tu avais fait un peu toutes les combinaisons, puis tu avais essayé un peu de tout, ben tu peux avoir quelque chose de nouveau, qui va être nouveau pour tout le monde, que pas tout le monde connaît, puis que tout le monde a joué. Fait que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là d'amener. Puis c'est pas facile, là, fait que ça doit être. C'est une belle évolution dans le jeu, ça, d'amener de nouvelles choses comme ça. Oui, puis ça apporte des choses que les gens peuvent inclure justement dans leur partie. C'est vraiment intéressant. Ensuite, c'est sûr qu'il y a des sorts qui ont été rajoutés. Je ne passerai pas à travers tous les sorts, il y en a quand même une coupe, mais ça tourne tout autour de la magie qu'on appelle la Dunamancy, là, qui est l'invention un peu de Matt Mercer, puis qui avait commencé à inclure dans ses campagnes. Une des sections les plus intéressantes du livre, selon moi, c'est le Heroic Chronicle. Ça a été développé par James Hayek, justement, avec qui j'avais parlé, en collaboration avec Matthew Mercer. C'est en fait un outil avec plusieurs tables, en fait, tableaux, là, dans le fond, dans lesquels on peut rouler certains dés ou choisir certains éléments qui te permettent de construire un backstory qui va te camper bien dans la campagne de Wildemount. Chose que c'est sûr que dans un livre de Donjons Dragons, normalement, dans une campagne, il y a une adaptation des backgrounds, par exemple. Mais ça se limite pas mal à ça. Ici, il y a ce qu'on essaie de faire, il y a de ça aussi, mais on essaye beaucoup de créer un truc encore plus complet pour les gens qui, par exemple, qui écoutent Critical Role puis font, mon Dieu, leurs backgrounds sont tellement cool, puis il y a de la chair autour de chaque personnage. Ben, avec Heroic Chronicle, il y a le moyen de vraiment avoir une solide base avant même de commencer la partie. Ce qui peut permettre aux joueurs, quand vous commencez, de pouvoir vous introduire encore mieux ou même de cacher vos cartes puis de révéler des choses intéressantes sur vous à mesure que vous jouez. Par exemple, il y a tout le côté, mettons, en choisissant un background, ben, ça peut vous dire si vous avez, mettons, des rivaux ou un allié dans certaines régions ou certaines organisations du monde de Wildemount. Il y a aussi tout ce qui tourne, bon, ben, c'est quoi, mettons, ta terre natale? Comment cette terre natale-là peut s'allier, mettons, avec le background que tu choisis? Toutes des choses comme les villes où tu aurais pu rester, où tu as pu naître. Donc, tu peux juste rouler un dé puis savoir, ah, OK, ben, ça va être cette ville-là. Autant que, ah, ben, ça me tente celle-là parce qu'elle est dans telle place, OK? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix et d'options. Tu peux même dire, bon, ben, ta famille, c'était combien de personnes? T'avais-tu ton père ou ta mère? T'avais-tu des relations saines avec les gens de ton village? Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de stuff. Ça permet vraiment, tu sais, dans le fond, il y a différents niveaux. Fait que soit que tu roules parce que tu veux, toi, tu vas gérer ton personnage un peu comme qu'est-ce qui arrive là, ou tu choisis en fonction des options parce que tu connais pas le monde, puis tu veux te donner un peu de croûte, là, ou un peu de, comme tu l'as dit tantôt, là, un peu de viande autour de ton os de personnage. Ou sinon, tu sais, tu peux y aller à l'ancienne, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'écrire un background, puis de créer ça, puis d'y aller à peu près. Surtout quand un joueur ne va pas nécessairement lire le Explorer's Guide to Wildemount toute seule, tu sais, on s'entend, là, ça va être plus le DM, fait qu'il faut pas trop avoir de spoilers, mais ça permet cette profondeur-là que tu parles, mais pour des gens qui sont pas nécessairement à l'aise d'écrire ou à l'aise de trop en faire, mais au moins ça te pose des bonnes questions, comme tu dis. Ouais. Puis ensuite, il y a comme 2 nouveaux backgrounds qui sont ajoutés aussi. Puis ensuite, on tombe dans peut-être une autre partie qui est super populaire puis super appréciée en ce moment sur Twitter. C'est que la campagne, normalement, un camping setting, là, comme un livre, comme par exemple Sword Coast Adventures Guide ou des livres comme ça, là, ça dit le monde, c'est ça, genre, après, créer de toi-même. Dans le livre de Explorer's Guide to Wildemount, tu as 4 aventures de départ qui permettent de te situer dans 4 endroits différents du continent. Donc, selon, mettons, ce que vous décidez en groupe ou ce que le DM va décider, il y a déjà une aventure d'introduction qui peut adapter ou juste rouler comme ça, avec une intrigue assez forte pour lancer ensuite, puis ouvrir le monde à la fin aux joueurs. Puis ça se passe dans 4 régions différentes de Wildemount. Puis ça, c'est cool parce que justement, mettons que ce livre-là,
Moi, en fait, une de mes hypothèses, c'est que tu sais, l'idée du livre, c'est, oui, rajouter un autre univers au multiverse, si on veut, de Dungeons and Dragons, mais c'est aussi aller prendre des gens peut-être qui n'ont pas essayé encore Dungeons and Dragons, mais qui trippent sur Critical Role, puis les essayer de les pousser à essayer de jouer pour eux autres, tu sais, puis de jouer dans l'univers de la série qu'ils aiment. Donc, si, mettons, t'as ta première aventure comme DM, ben, tu pars pas les mains vides. Tu as comme déjà un petit bout de chemin qui est tracé, puis après, tu peux faire OK, c'est ça l'aventure, c'est ça, relier quelque chose de base. OK, ben, je vais l'essayer avec ce qu'il y a dans le livre. Tu sais. Donc, ça, c'est vraiment cool. Absolument. Je suis bien d'accord avec toi. C'est quelque chose de nouveau d'un sens, tu sais, donc d'essayer ces choses-là peuvent amener d'autres idées aussi. Ouais. Ensuite, il y a une section qui s'appelle les trésors de Wildmount. Fait qu'on parle d'items magiques qu'il y a un peu partout que les joueurs pourraient trouver dans leurs aventures dans Wildmount, mais il y a aussi tout un volet sur 2 types d'items magiques très puissants dans l'univers de Critical Role. Il y a les Vestiges of Divergence. Ça va peut-être dire de quoi aux fans. Là. C'est des espèces de reliques divines, dans le fond, qui sont cachées dans le monde, puis qui ont des pouvoirs, je pense, qui grossissent à mesure que les utilisateurs les utilisent. Corrige-moi si je me trompe, Giovanni. Oui et non. Là, je n'ai pas vu leurs statistiques, tout ça, s'ils changeaient avec le temps, mais je sais que c'est des vestiges qui datent du cataclysme, là, c'est pas ça le nom qu'ils utilisent, mais donc qui ont des pouvoirs là, divins d'il y a longtemps, très anciens, très puissants, mais qu'on s'entend que je pense que dans la première saison de Critical Role, il y avait 3 ou 4 objets comme ça, puis qui étaient vraiment... Ça avait aidé beaucoup là, les joueurs au niveau de leur gros combat final, puis tout ça. Fait que c'est intéressant. Oui, ben en fait, je te confirme, dans le fond, je le revois devant moi. Là. C'est des objets qui commencent, ils appellent ça Dormant. Le premier stage, c'est Dormant. Donc, c'est un item qui a des propriétés magiques au début. Après, il devient Awakened, donc il se réveille un petit peu. Puis, il y a encore plus de pouvoir magique. Puis, il y a à la fin Exalted, qui est comme c'est vraiment... exactement la même chose que moi, mes objets que j'avais fait dans le fond. Oui, ben vraiment. Puis, il y a comme plusieurs objets comme ça. Puis, il y a des objets qui viennent des Betrayer Gods aussi. Donc, puis ça, c'est des objets qui ne se retrouvent pas, par exemple, dans le premier livre de campagne setting de Matt Mercer. C'est tout nouveau. Je ne sais pas, je vous en dis dessus un. Genre, je vais vous en dire un. 8. Il y en a un, pas 2, mal tous les 3, joueurs 4, l'avaient 5, dans la 6, saison 1. 7. Lequel? Il y en a un qui n'était pas dans la première saison. Okay. À moins que je me trompe, là, les plus grands, plus fans que moi vont peut-être le savoir. Il me semble que le Spire of Conflux, c'était pas dans la première saison. Mais les autres, ils étaient tous. OK. Parce que, juste pour donner une idée, un des Vestiges of Divergence, c'est un livre, un grimoire qui s'appelle le Grimoire Infinitus. Puis je vous laisse deviner, c'est un wizard qui peut utiliser ça. Mais quand il est dormant, il y a plusieurs sorts qui sont déjà dedans. Mais après, le livre, plus vous l'utilisez, plus il vous permet d'avoir des habiletés magiques, comme récupérer des sorts et des trucs comme ça, vraiment plus rapidement. Donc, je ne vais pas faire plus de spoilers que ça, là, mais il y a des choses très, 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 très cool. Qui pourraient être intéressantes à ajouter dans vos campagnes, dans le fond, pour ajouter un peu de piquant et un peu de convoitise de vos joueurs. Ça fait vraiment le fun. Ensuite, il y a tout un bestiaire aussi sur des créatures qui ont été créées pour les aventures qui se retrouvent là-dedans, mais aussi pour des ennemis qui sont typiques de la région puis qui n'avaient pas vraiment, mettons dans le Monsters Guide puis le Volos Guide aussi. Là. Je tiens à me corriger, Francis. Ceux qui étaient affichés, dans le fond, ils ont été trouvés par Vox Machina, qui est le premier groupe de Critical Role, première campagne. Mais il y en a plusieurs autres là, qui n'ont pas été trouvés, qui sont listés là, dans ce que j'ai trouvé sur... Il y en a 5, 6, 7, 8 qui n'ont pas été trouvés. Donc, il y en a, si on veut, 16 en tout. Fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir les utiliser. Oui, puis il y a toutes les stats, il y a tout comment... Il y a aussi...
ce que j'aime beaucoup, il y a une section qui parle de ces systèmes-là, qui explique comment des indices pour le DM pour savoir quand, mettons, donner des propriétés plus avancées de l'item, qu'est-ce que le personnage pourrait accomplir, dans le fond, pour avoir droit à ce que ces items-là se développent, mettons, pour eux. Et puis ça tourne tout autour du roleplay un peu, ou de qu'est-ce qu'ils décident des décisions qu'ils décident de faire, puis des choses comme ça. Ça peut être vraiment intéressant. Sinon, ouais, il y a vraiment beaucoup de monstres. Il y a beaucoup de maps aussi. Il y a une belle map de Wildmount qui est inclue dans le livre quand vous l'achetez en format physique. Sinon, il y a des maps pour toutes les aventures que vous avez, mais aussi toutes les régions différentes du monde. En gros, il y a encore tellement de choses que j'ai à lire sur le livre. Il y a quelques spoilers, mettons, sur la saison 2 de Critical Role, mais il n'y a vraiment pas vraiment de mention des aventuriers de la saison 2. C'est vraiment un guide sur le monde en tant que tel. Il y a quelques clins d'œil sur des choses qui se seraient passées dans la saison 1, mais c'est plus au début du livre. C'est pas tant... c'est pas tant sur, mettons, où le livre essaie de vous pousser à aller. OK. De toute façon, comme tu l'as dit, c'est pas un hardcover, ça là, c'est un setting, ça fait que c'est différentes informations sur différents endroits, puis sur les NPC, puis les villages, les villes, etc. Le constat politique, et non pas l'histoire, quand vous allez être rendu là, va être rendu là, tu sais. Fait que mettons, par exemple, si je joue un joueur dans ce monde-là qui connaît énormément de choses, ben ça se pourrait que le DM me dise, ben gars, ce chapitre-là, ou ces endroits-là, tu les connais, tu peux lire, tu sais. Fait que c'est un peu une approche différente, là, que non, faut pas que tu les lises, tu vas avoir tous les spoilers de ma campagne, pas nécessairement. Ouais. Donc, personnellement, moi, mes premières impressions, c'est wow, c'est vraiment le fun. Ça me donne le goût de partir une campagne dans ce monde-là, pour vrai. Je pensais pas. Au début, tu sais, j'ai le livre de la campagne 1, puis je l'ai acheté après avoir écouté la campagne 1, puis j'étais, OK, c'est cool, il y a ça. Puis je trouvais qu'il manquait des choses qu'on avait découvertes durant la saison 1. Mais ce livre-là, alors que la saison 2 est encore en cours, je me rends compte que je pourrais aller dans des endroits complètement différents de ce que Critical Role a exploré encore. T'sais. Puis il y a encore beaucoup de jus pour créer ses propres aventures, puis utiliser ce monde-là pour faire quelque chose de vraiment cool. Petite note, l'ambiance générale du camping setting, c'est plus noir, c'est plus que la saison 1, mettons, de Critical Role, que d'autres settings peut-être pas Descent into Avernus, là, mais c'est plus conflit politique. Il y a comme une guerre qui fait rage en ce moment, puis vous pouvez décider de prendre un camp ou l'autre, comme pas vous occuper de la guerre, mais de subir les conséquences de la guerre à travers vos aventures. T'sais. C'est ce qu'on parlait tantôt, comme la zone grise, ou les différents clans, ou plutôt les différents empires qui pensent qu'ils sont les bons, puis que les autres, c'est les méchants, ou c'est une guerre qui dure depuis longtemps, mettons. Mais soit qu'il y a un choix à faire par les joueurs, ou juste de rester dans cette zone grise-là, entre les deux, puis essayer... Mais tu sais, des fois, de rester neutre, c'est assez difficile aussi, là, parce que si tu veux avoir des alliés à quelque part, faut que tu fasses des choix. Fait que c'est vraiment intéressant, là, cette approche-là, comme tu dis. Ouais. Donc, le livre il est disponible maintenant. Pour vrai, je vous suggère fortement de l'essayer. On va avoir des liens pour faire l'achat en ligne du livre sur Amazon. J'en profite pour dire, on utilise des liens affiliés Amazon comme toujours sur certains articles qu'on peut parler puis qui sont disponibles dans le magasin Amazon. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous permet, quand vous passez par un lien Amazon, ben ça nous donne une ristourne. Ça ne vous coûte pas plus cher. C'est juste que ça nous donne une ristourne qui nous permet, par exemple, de payer l'hébergement du podcast, du site web, puis toutes ces choses-là. Donc, on vous invite à passer par ces liens-là. Mais avant même de faire ça, ce que je vous suggère, c'est d'aller encourager vos boutiques locales. Informez-vous avec eux si... Là, c'est un drôle de temps pour parler de ça, là, mais informez-vous à savoir s'ils offrent, par exemple, un système de livraison ou s'il y a des manières de vous arranger, de faire livrer certains produits pour vous. Encouragez local, encouragez les gens qui ouvrent leurs soirées pour faire des jeux de rôle dans leur boutique. C'est vraiment important de supporter cette économie-là en premier lieu. Mais il y a toujours Amazon où le livre est disponible.
Donc, je vous suggère de passer par là. Il y a beaucoup de tes vidéos aussi que tu as sorties, commencent à sortir, qui sont vraiment intéressantes dans les différents objets ou les articles que tu as faits, mais qui sont maintenant sur YouTube, là, comme le Immense Dice Bag, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Et les différents jeux que tu as présentés, là, qui sont vraiment des bons vidéos que tu as montées puis qui apportent, comme tu avais promis aussi au début d'année, qu'il y aurait plus de vidéos de présentation de produits, ben ça amène ça. Là. Oui, ben c'est ça. C'est une belle passe à palette, Giovanni. Ben. J'en profite pour dire, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, découvrir. Je veux essayer d'en faire plus, puis je veux essayer d'en faire plus avec Giovanni aussi. C'est dans les plans. Tu m'as dit que tu t'arrangerais un beau petit divan là, pour qu'on soit installés ensemble. Oui, on va travailler là-dessus, certain. Puis, dans le fond, ce que je vous ai invité à faire, c'est abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que plus on va avoir des abonnés, plus on va avoir plus de portée, en fait, pour faire découvrir le travail qu'on va faire avec Coup Critique. Aussi, n'hésitez pas à commenter, liker, à envoyer vos suggestions sur des choses que vous voudriez qu'on explore dans les vidéos, qu'on parle. Si vous voyez des choses que, n'hésitez pas à me dire quand je me trompe aussi. Là. Je veux dire, moi, je suis ouvert. Je suis ouvert à plein de choses. Là, allez-y. Moi, je veux que ça soit. Je veux sentir que vous êtes là, puis que je ne suis pas tout seul dans mon sol à enregistrer ça. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ces vidéos-là. Oui, il va y avoir beaucoup de produits parce que durant l'année 2019, on a reçu beaucoup de choses que je voulais vous montrer, puis tangiblement dans mes mains, puis vous dire vraiment mes impressions. Fait que vous allez sûrement revoir des choses qu'on avait parlé un peu en 2019, mais aussi beaucoup de nouvelles choses. Puis je vais aussi faire plus de contenu original comme découvrir des jeux. J'ai l'idée de faire une chronique sur, mettons, les accessoires que moi j'utilise comme DM, des trucs pour sauver de l'argent avec Donjons Dragons, parler encore de classe peut-être, mais de d'autres choses aussi, des mécaniques de jeu, des trucs comme ça avec Giovanni. J'aimerais vraiment faire ça. Sinon, c'est pas mal ça. J'aimerais vous parler peut-être d'un dernier produit. On parlait d'Amazon tantôt. J'ai fait une découverte sur Amazon d'un auteur qui s'appelle James D'Amato. Il a créé 2 livres qui s'adressent aux fans de jeux de rôle. Le premier, qui est un très bon succès de vente, s'appelle, en fait, les 2 livres sont en anglais, donc vous m'excuserez. Le premier, ça s'appelle The Ultimate RPG Character Backstory Guide. Ça rentre dans les branches du système qui est dans Guide to All Monde, ça. Oui, en plus, le sous-titre, c'est Prompts and Activities to Create the Most Interesting Story for Your Character. Donc, des activités puis des conseils sur comment créer une histoire intéressante pour vos personnages. Et le livre, en fait, c'est un livre d'à peu près 300 pages. Et c'est un livre qui a plein d'activités, plein de questions, de pistes pour explorer puis créer des trames puis des histoires, des backstories pour vos personnages. C'est vraiment intéressant. Puis ça permet de justement explorer des zones qui n'auraient pas été peut-être des réflexes naturels pour vous, puis d'essayer de voir ou peut-être créer quelque chose qui est proche de vous, peut-être, par exemple, avec votre système de valeurs ou des choses comme ça, mais d'aller encore plus loin, puis de créer des nouveaux éléments à ce personnage-là. C'est vraiment intéressant, puis c'est une belle lecture aussi, juste pour réfléchir sur des pistes aussi d'histoire que vous pourriez faire comme DM avec certains des personnages que vous gérez, dans le fond. Puis le deuxième livre, c'est à peu près le même concept. C'est juste que c'est sur le gameplay. Puis dans le fond, c'est des pistes de solutions sur comment créer des narratives intéressantes pour vos personnages, comment créer des situations, des mécanismes de combat, trouver des voies différentes, des espèces d'épilogues ou de prologues à certains actes de vos campagnes. C'est vraiment des livres super intéressants. C'est un auteur indépendant qui a réussi à se faire publier par une maison d'édition quand même assez réputée aux États-Unis. C'est pas très cher comme... C'est 20$ canadiens le livre. Je pense qu'il est même un peu moins cher sur Amazon. Je vous les conseille fortement. C'est des choses qui sont juste le fun, justement, peut-être pendant votre congé, d'explorer puis de faire hey, si je me crée un personnage, qu'est-ce que je pourrais faire de différent?
Puis c'est le fun parce que c'est ça, c'est un petit livre super, super facile. Puis au niveau de la façon qu'il est rédigé, il y a beaucoup, beaucoup de place pour comme mettre vos idées là-dedans, puis explorer plein de choses, dans le fond. Est-ce qu'il vient en version livre ou juste en numérique? C'est en livre. Donc, c'est un vrai livre que vous achetez. Est-ce qu'il est disponible en PDF ou en publication numérique? Je ne suis pas vraiment sûr. Par contre, si je le trouve d'ici le moment où on publie le podcast, je mettrai les liens dans l'article puis sur les réseaux sociaux. Explorez ça. Ça peut être aussi une bonne idée cadeau pour quelqu'un qui tripe sur les jeux de rôle, mais ne voulait pas nécessairement acheter un livre de D&D ou d'un autre système de jeu. Ça s'applique pour n'importe quel système. C'est juste créer des belles aventures et des belles histoires. Là. Que ce soit de la science-fiction, de la fantasy. Là. Quand ton échange cadeau est à 20$, ben, ça rentre dans le budget. Oui, pas mal, ouais. C'est juste parfait. Si c'est à 40, ben, t'achètes les deux. Ouais. Sinon, y a-t-il d'autres choses que tu aimerais parler, Giovanni? Écoutez, on a hâte d'en refaire un prochain épisode. On a beaucoup d'autres choses qu'on veut discuter puis qu'on va essayer de vous amener. Puis on espère que tout le monde puisse profiter de jeux de rôle malgré la situation et qu'on puisse avoir du plaisir. Puis c'est ça l'important. Ouais, dans le fond, tout le monde, soyez prudents, soyez safe. On vous aime très fort. Merci. Ouais, merci à Abby. Merci à tout le monde de nous suivre, de continuer d'être aussi passionnés, sinon plus que nous, avec ce qu'on fait. Je te disais tantôt, c'était le fun, on était autour de la table mercredi passé, puis les gens disaient hey, j'écoute votre podcast, puis j'ai hâte au prochain épisode, puis mon Dieu, on dirait qu'on prend rien pour acquis, puis qu'on fait juste, nous, on est juste toi puis moi, hein, quand on jase, ça fait qu'il n'y en a pas des gens qui nous acclament ou quoi que ce soit. Puis après ça, on met ça en ligne, puis on a un feedback, là, tu sais, un peu, mais on a un bon feedback, puis c'est vraiment intéressant, mais d'avoir des gens live qui nous disent hey, c'est bon votre podcast, j'aime ça, puis j'écoute ça. Vraiment, là, c'est pour ça qu'on fait ça, là, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour quoi que ce soit, c'est juste pour le plaisir, puis d'avoir ça, là, c'est des commentaires ultra positifs, puis avec tous les commentaires que tu reçois aussi, là, qui sont vraiment le fun. Ouais, donc sur ce, on vous souhaite des belles parties en ligne. On vous revient très prochainement avec d'autres nouvelles, d'autres histoires, d'autres choses sur le monde du jeu de rôle. Prenez soin de vous autres, la gang. Bye bye.